Чего только не встретишь на любимой работе. В Перми, возможно, инопланетян, убедительные со своей точки зрения доказательства существования внепланетного разума представил пермяк Сергей. Ему случайно удалось снять и летающую тарелку, и даже представителя иной цивилизации. Доказательства он представил нам по телефону. Сергей, добрый вечер. Скажите, это реальные фотографии? Здравствуйте, Павел. В принципе, рассказывать особенно и нечего. Специально снимок я не делал, работу фотографировал, находился на работе, фотографировал, так скажем, свою непосредственную работу. То, что запечатлел снимок, я в этот момент даже не видел этого. Увидел только вечером на компьютере, когда стал перекачивать все файлы на компьютер. При увеличении увидел вот один объект, потом уже второй. Как это могло произойти? Ну, не могу сказать. Единственное, что шопом не занимался. На этом у меня все, Павел. Pour le physicien Tom McDonough, les sagettes d'Escamilla doivent en effet être étudiées, mais par un entomologiste. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes naturels. Ces sagettes ont 6 petites extensions et c'est précisément le nombre de pattes que possèdent les insectes. N'importe quel objet qui traverse les rayons du soleil est illuminé par l'arrière, ce qui produit un phénomène appelé diffraction. L'objet semble alors plus gros qu'il ne l'est en réalité. Mais Escamilla est sûr de lui. Il n'a pas pu se tromper parce qu'il filme avec une très grande vitesse d'obturation. C'est vrai que certains insectes ressemblent à des petites sagettes. Mais quand on filme au 1/10 millième, ce qui est mon cas, un insecte a la forme d'un insecte, un oiseau est un oiseau, et une sagette est une sagette. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi les sagettes apparaissent-elles floues, même avec une vitesse d'obturation de 1/10 millième? Selon Stephen Walton, professeur de physique et d'astronomie, c'est très simple. C'est un phénomène très connu. Il suffit de penser par exemple au sillage d'un avion qui, en réfractant la lumière, produit le même effet. Ce qu'on voit ici ressemble à ce qu'on appelle les turbulences tournantes. Ces gaz qui s'échappent à l'arrière d'un avion en tournoyant dans le tunnel aérodynamique. Emboîtant le pas à Escamilla, d'autres enquêteurs ont également filmé des sagettes. Mais leur nature exacte est toujours source de controverses. Depuis la première apparition des ovnis, les hommes ont cherché à percer leurs secrets et à identifier leurs origines. Pourtant, malgré plus d'un demi-siècle d'enquêtes et de débats animés, la preuve indiscutable de leur existence nous échappe encore. Or, d'après certaines personnes, cette preuve se trouverait dans les archives de l'agence spatiale américaine, la NASA. La NASA est une agence énorme. Un membre du personnel peut très bien connaître la vérité alors qu'un autre l'ignore. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Sereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis, des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Sereda a découvert la preuve la plus impressionnante. Il s'agissait de la 75e mission d'une navette, la mission STS-75. On peut voir une attache du satellite arrimée à la fusée Columbia se casser accidentellement et s'éloigner. En quelques minutes, elle est entourée de douzaines d'objets non identifiés. Les ovnis se pressent autour d'elle, alors qu'elle se trouve maintenant à plus de 100 km de la navette. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Sereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux.
On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Marc. Vous pouvez vérifier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. Voulant savoir comment la NASA explique la présence de l'OVNI, Sereda contacte l'agence spatiale afin de la questionner au sujet des enregistrements vidéo. C'est le professeur Joseph Nuss qui dirige le service d'astrochimie de la NASA. Pour lui, les anomalies rencontrées ce jour-là n'étaient pas des ovnis, mais tout simplement des cristaux de glace et de la poussière que les moteurs de la navette ont laissé échapper. Sereda conteste cette version en faisant remarquer qu'on voit très bien plusieurs objets passer derrière la tache. Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de la tache du satellite qui se trouve assez éloignée, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique, j'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. En 1999, Sereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. Quelqu'un à la NASA connaît la vérité, et je pense qu'elle doit être divulguée. Les scientifiques qui ont étudié les enregistrements vidéo ne sont pas convaincus. À leurs yeux, il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI et ils ne leur trouvent rien d'inhabituel. Les gens ne se rendent pas compte, mais les navettes spatiales sont sales. Elles produisent des quantités de gaz, de liquide. Il est très fréquent que des objets volent autour d'une navette. De plus, les étranges mouvements que l'on voit sur ces images peuvent s'expliquer par les propulseurs de fusées en feu. Et soudain, une particule va prendre une direction inattendue. Des personnes non informées pourraient croire que ce sont des ovnis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'astronautes à bord d'une navette qui auraient rencontré des objets non identifiés. Ce qui peut déstabiliser même le plus averti des astronautes, c'est le manque de repères dans l'espace. On ne peut pas estimer les distances comme on est habitué à le faire sur Terre. Et même sur Terre, on se laisse parfois abuser en voyant un objet plus loin qu'il ne l'est vraiment. Donc ces objets qu'on voit sur les vidéos peuvent en fait être très près de la navette. Mais Sereda n'est pas le seul à penser que le gouvernement américain cache la vérité. Récemment, d'autres voix se sont jointes à la sienne pour demander la révélation complète des informations. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49% avouent croire que les extraterrestres nous rendent visite sur Terre. Pourtant, les scientifiques qui étudient les étoiles sont d'avis contraire. Ils reconnaissent que l'intelligence peut être répandue dans l'univers, mais la probabilité que ces formes d'intelligence vivante viennent sur Terre est infime. Je pense qu'il existe une vie cosmique, sinon je ne serais pas là.
On ne fait pas ce métier si on n'y croit pas. Si on avait la moindre preuve, des milliers de chercheurs universitaires se pencheraient sur le problème. Or, il n'y en a aucun. La découverte d'une forme d'intelligence extraterrestre pourrait bien être le bouleversement du monde le plus extraordinaire qu'il nous serait donné de vivre. Et c'est tout à fait possible. Tout ce que nous savons au sujet de la vie sur Terre indique que la vie est non seulement possible ailleurs, mais qu'elle peut s'épanouir si les conditions s'y prêtent. Reste à trouver des preuves formelles. Et à l'ère de la technologie numérique, ça risque d'être plus difficile que jamais. Les récentes superproductions nous montrent qu'il est possible de créer n'importe quelle image hyper réaliste pour un film ou une série télé. Et j'ai peur d'être arrivé à un point où, tant que je ne serrerai pas la main d'un extraterrestre, je continuerai à nier qu'ils existent et qu'ils nous rendent visite. C'est très bizarre.
excusez-moi, on ne va pas se disputer. Non, Nous non, avons non. des choses importantes à Mais dire. je sentais bouillir Pierre Vandenove, alors. Oui, voilà. Moi, je ne travaille que sur des preuves matérielles. Et ce phénomène de Marcilly, c'est un impact matériel. C'est dommage qu'il n'ait pas été conservé. Ce n'est pas la vision fugitive ou même la photo. Pendant des mois et des mois, on a pu visiter le site et j'ai amené sur place des compétences dans tous les domaines. Vous avez même amené une germe de blé. Oui, je vais venir. Professeur de sciences naturelles, ingénieur, pilote d'avion, d'hélicoptère, de dirigeable, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois, avant d'arriver, en voiture ou n'importe, il y avait toujours une explication qui tenait debout. Et chaque fois que la personne s'est trouvée au milieu du phénomène, elle est restée sans voix, les bras ballants, parce que ça ne s'explique pas. Et pourtant, c'est un témoignage matériel absolument concret, mais où il y a des impacts en plus mécaniques. Vous avez vu sur les photos qui sont passées une partie du petit sillon, un sillon qui faisait 50 mètres de long, qui était droit au cordeau. Et il y a des parties où il y a des moulures, mais des moulures parallèles en vis-à-vis de 5 cm de côté, légèrement en pente, avec un petit retour à l'équerre, et symétrique de l'autre côté, et c'était brillant, lissé. Ça ne peut être qu'une pièce, un engin mécanique ou une pièce mécanique ou une force mécanique qui a provoqué ça. Il y avait un trou au milieu de la grande saignée, et ce trou de 50 cm de profondeur, de 10 cm de diamètre, était fait comme on pouvait passer un pied à coulisse dedans. Ah, c'est assez impressionnant. Et il est demeuré jusqu'à la fin, durci sur les parois, et rien ne l'a abîmé. J'ai fait des essais avec mon ami Pierre Poussante, qui m'assiste sur le plan technique, d'enfoncer une tringle de fer, parce qu'on avait dit qu'il y avait une balise d'extraterrestres dans le fond et tout. J'ai enfoncé une tringle de fer, on risque de faire sauter la planète, avec un gros marteau, et il ne s'est rien passé du tout. Vous n'êtes pas arrivé de l'autre côté de la planète? Non, je suis tombé sur une grosse pierre, une bonne grosse pierre, comme il y a beaucoup à Marcilly dans le terrain. D'accord. Le terrain sable les pierres. Et alors, je voudrais terminer, si vous voulez, sur le côté matériel, c'est que de part et d'autre de cette ligne, de ce sillon, à 4 mètres et 6 mètres, au milieu, il y avait des impacts de sabots, je suis formel, d'enfoncement de sabots de peut-être 1 mètre de long sur 20 cm de large, enfoncés, comme s'il y avait eu un support pour équilibrer. Ça, c'est formel, quoi. Alors, ce qui a surpris le plus de cultivateurs, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est le blé. Tout le blé qui était touché par le phénomène, vous voyez la photo. Là, sur le plateau. Tout ce qui est touché par le phénomène, c'est-à-dire l'impact comme l'empreinte de la coque d'un navire, les sillons, les dizaines de sillons sur les côtés, tout ça a mûri, je ne dis pas chauffé, pas grillé, mûri instantanément. Alors que le blé à côté, c'était au début de juin, était entièrement vert. Alors ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il n'y a pas eu de progression. C'est qu'à côté des tiges vertes, il y avait des tiges blondes, vous voyez, mais de la racine à l'épi, et les épis n'étaient pas formés, il n'y avait pas la matière, mais ils ont mûri et durci quand même. Donc là-dedans, vous avez des épis à bi-grosseur. Oui. On a fait des essais, et ces épis-là plantés ont poussé. Donc c'est un mûrissement accéléré, très accéléré. Mais dû à la chaleur peut-être intense qu'il y a eu à ce moment-là? On n'a pas eu d'effet de chaleur. Le scientifique Claude Moget, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Scientifique, d'abord, là vous me flattez. Allez. Vous avez du mal à me répondre. Oui, c'est difficile parce que c'est un domaine, la biochimie végétale est un domaine qui est extrêmement spécialisé. Et le pluvifologue que je suis n'est pas absolument pas un spécialiste de ça. Bon, ce qu'on peut dire qu'a priori, ça pourrait ressembler peut-être à un dessèchement produit par quelque chose qui pourrait ressembler à la foudre, une foudre en boule comme ça, mais c'est... mais on l'a répété, ce soir-là, il n'y avait pas d'orage. Donc la foudre, je n'y crois pas. Donc, tant qu'il n'y a pas d'analyse des végétaux en question, il est très difficile de se prononcer. D'accord. Alors, autre aspect, là on a une preuve tangible, on a vu les photos, on a vu le film tout à l'heure. On va découvrir d'autres choses, ce sont des photos que vous nous avez ramenées, Jimmy Guilleux. On va les voir à l'écran. Alors, bon, là c'est peut-être plus sujet à caution parce que ce sont des photos. Alors, on peut toujours parler de trafic en laboratoire, etc. Bon, on va quand même les voir, ces photos. Voilà. Alors, expliquez-nous. Alors, une quinzaine d'années en Suisse alémanique, un photographe faisant des photos d'oiseaux, amateur d'ornithologie, voit apparaître au-dessus des arbres un ovoïde de métal et il ne voit que cela. Et au développement, on aperçoit cette chose entre guillemets. Mais je ne suis pas un spécialiste des anges, alors je ne vais pas vous dire ce que c'est, je constate que c'est quelque chose d'assez hallucinant. Oui, d'accord. On va découvrir une autre photo. Là, c'est un autre phénomène, ça ne ressemble pas du tout au premier.
Ce sont des petits pointillés dans le ciel qu'on va découvrir C'est à dans un Montréal, instant. en 73, je crois, lors de l'exposition. C'est 7 heures du matin, un étudiant va à ses cours et il voit ça dans le ciel, il l'a photographié. Excusez-moi, là ça m'impressionne un peu moins. On peut penser plus facilement à quelque chose d'un peu trafiqué. Non, la photo n'est pas trafiquée, elle a été étudiée par des experts au Canada et aux États-Unis, et l'interprétation qui est donnée, qui me paraît plausible, je ne dis pas que c'est forcément la bonne, c'est celle d'un feu tournant d'un avion. Ella me encontraba acá en la ciclovía y yo lo vi y yo le digo, bueno, andá, le digo, mostrarle a tu mamá, le digo. Y después ella no apareció, no, mirá que se cruza siempre a casa, pero yo estaba asustada, yo me fui al médico y tenía un cagazo y miraba, viste, el sol, porque digo, allí... A ver si desembarcan. Yo tengo de desconfianza, porque yo lo que vi, para mí que es... Lo extraño es que el objeto se mueve más allá de la imagen. Sí, se mueve. Y viste que cuando le sacan intacto, se ve. Sería cuando le sacan la foto se ve patente, que es un... Animate a decirlo. ¡Platillo volador! ¿Y creías en los ovnis, en los platillos voladores? Y ahora es creer o reventar, porque sería... Yo lo vi ahí en el celular. Ella lo firmaron, pero yo lo vi en el celular. Para mí es un platillo volador. ¿Y vos qué pensás? Yo no sé. Yo creo en esas cosas, pero no sé. Estoy en duda. ¿Y vos que fuiste la que más te asustaste? ¿Qué pensás que era o qué crees ahora que pasaron un par de días? No sé. Me confunde. Yo no sé si es cierto o no. Lo prometido es deuda. A lo largo de este programa le he hablado de un video extraordinario que fue grabado el 22 de mayo del 2009 en la zona de Ciudad Satélite, en Plaza Satélite, por Pedro Hernández, un vigilante destacado
que normalmente vive y graba sus videos en Metepec, en el Estado de México, un lugar ya por demás sui generis, donde se han dado innumerables casos muy importantes, no solamente de avistamientos, encuentros de seres. Usted recuerda a la criatura de Metepec, que muy pronto daremos a conocer. Bueno, pues es también de ese lugar. Y Pedro ha logrado pues uno de los videos que a mí en lo personal más me ha impresionado, porque lo que se ve ahí, pues yo no lo había visto nunca antes y es absolutamente incuestionable, irrefutable. El video es real, no le va a quedar a usted ninguna duda que lo que usted va a ver es real. Y entonces, si esto es real, quiere decir que aquí en la Ciudad de México se dan situaciones extraordinarias constantemente y que gracias a personas como Pedro Hernández pues tenemos ese testimonio. Y ahora pues le presento a Pedro Hernández y vamos a ver el video. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy bien. Pues darte esta novedad, ¿no? Porque como dices, este video creo que va a hablar mucho, ¿no? Va a dar mucho que hablar, sí. Entonces, pues, te comento cómo fue. Por favor. El pasado 22 de mayo, alrededor de las 5:15 de la tarde, me dirigía rumbo a Valle Dorado. Y iba yo en el micro y de repente vi una nave, mira, y ahí la estamos viendo con el avión. De referencia tomo el avión, me voy acercando porque estaba muy grande y se me va fuera de foco al tratar de ajustarla bien y de repente abro nuevamente y iba yo más centrado a la nave nodriza, ¿no? Pero nunca me percaté de esos pequeños objetos que salían de la nave. Son esferas en ambos sentidos, lo vamos a ver con mucho detalle a continuación. Decenas de esferas que salen. Luego el objeto ahora parece estar girando a una gran velocidad, ¿es correcto? Así es, estaba como dando vueltas en su centro y además tenía como un brillo, como destellos. Posteriormente como que fue bajando la intensidad de ese como aleteo, diríamos, y después ya va bajando ahora sí que el movimiento y después van a pasar algo que digo, caray, ¿qué es eso, no? Ya usted no se lo pierda, mira, aquí ya va bajando la velocidad, ya resulta más evidente, mire usted, ahí ya se para y en el momento que se pare, mire usted lo que va a ocurrir. Llegan estas esferas, parecen como jugando, una incluso le da una vuelta completa y se van. Evidentemente que es un movimiento inteligente, Pedro. Así es, yo también así lo pienso. También un detalle muy curioso e importante, que es el color amarillo. El color, y ahí otra vez nuevamente la pierdo porque iba fuera de foco, como estaba un poquito, había smog, entonces no lo podía bien acercar, entonces me iba fuera de foco. Entonces hacía movimientos de abrir y cerrar para darle más, como estaba, o sea, el tamaño más o menos, ¿no? Y quería cerrar, pero se me iba fuera de foco. Y mira, ahí pasan dos otras nuevamente y las sigo. Dijo, a ver qué es, a ver si se juntan con las demás, ¿no? Después ahí se me va fuera de foco otra vez porque ya no las veía, por el smog ya no, en donde estaba viendo por el viewfinder ya no los podía ver. Sí, me costaba mucho trabajo y ahí era el momento cuando iban a hacer una formación y se me va fuera de foco. Ahí justo se me va fuera de foco. Entonces, pero luego las vuelves a captar. Sí, vuelvo a abrir, pero ahí hay más. Vuelvo a abrir y ahí estaba la nave, nuevamente la nave nodriza, pero ya no la veía, ahí ya no los veía los puntos, nada más hacía las tomas, más o menos dije, pues ahí han de estar. Y ahí se van elevando, como lo hemos visto muchas veces, haciendo como una formación, manteniendo la posición entre ellas, ¿no? Aquí atrás de mí estaban unos ovnis moviéndose, muy bonitos, eran amarillos. Muy buenos estaban, aquí atrás estaban de mí. Ahora vamos a ver las mismas imágenes, Pedro, pero en cámara lenta. Mira, ahí podemos ver algo que tú no viste en primera instancia. Exactamente. Decenas de esferas que van saliendo en ambas direcciones. No hay duda, aquí esto es extraordinario, Pedro. Suponíamos que esas esferas viajaban en el interior de las naves, pero nunca lo habíamos visto así. Y luego pues el objeto cómo da de vueltas, luego estas cómo llegan a darle, mira, aquí en cámara lenta las vemos. Caramba, hombre.
Una de ellas, vea usted, le da la vuelta completa y se va, ¿no? Evidentemente que es un movimiento inteligente, ¿no? Claro que no hay duda, esto ya es un comportamiento más allá, ¿no? De todo lo que hemos visto de esferas, ¿no? Tú has grabado muchos videos, pero ¿es el que más te gusta? Pues realmente sí, ¿no? Porque ya cuando al revisarlo noto que salen esas cantidades de esferas, no, la verdad ya es otra cuestión, ¿no? Ya dices, ah, caray, esto sí me dejó también así como a ti impactado, ¿no? Mira, lo más extraordinario para mí, bueno, tuviste suerte al grabar el video, pero donde no hubo suerte es que tú lo ves, te bajas del camión, lo sigues, lo tomas, mira nada más, mira qué imágenes, caramba, y es en ambas direcciones, entonces nadie puede decir que es un racimo de globos que se va deshaciendo, salen en ambas direcciones. Esta es la nota que ha generado muchos comentarios. La noche del viernes, sobre el cielo de Ciudad Juárez, en la zona de Guarefil, se observó una bola de lumbre. Posteriormente aparecieron varios objetos luminosos sobre el cielo. Se comunicaron a la redacción de esta televisora, al servicio de emergencias de la Policía del Paso y de Ciudad Juárez, sobre estas luces extrañas que paseaban sobre el cielo de manera rápida hasta que se desaparecieron. Mucha gente se ha comunicado a través de los correos electrónicos para decir que observaron. Pues mira, mientras son peras o son manzanas, podemos decir que son ovnis. Nadie nos ha dicho qué es. Un mosquito, mira. Eso sí sabemos qué es. Pero aquello... Y no es el mosquito Culex, ¿eh? No, aquello está raro porque, mira, no se eleva, está constantemente... No, pero fíjate que esto ya no lo pudo captar el camarógrafo a todo su esplendor porque se bajó se salió de la carretera donde venía y a grabar, pero dicen que observaron primero una bola de fuego y luego de ahí estas. se desprendió esto. Pero bueno. Bueno, pues ahí está, Edgar. Dicen, según los que saben de estos temas, que creen en ello, porque también hay mucha gente escéptica, que ha habido varios avistamientos este año aquí por el rumbo de Ciudad Juárez, ¿eh?